Et nous étions juste arrivés au tenseur de conductivité. Donc je vous rappelle juste comment se fait l'expérience de Hall. Donc ça, vous la verrez souvent. Hop, un brave conducteur comme ça. Vous avez ici... Ok, vous avez ici... On voit pas votre tablette si on est censé voir quelque chose. Ah merde, je vais débrancher la tablette. Alors ça, c'est con. Alors, il faut que je refasse un partage d'écran. Et là, c'est moi que vous voyez. Parce que j'ai plus de partage d'écran. Alors, je vais voir ça. Comme ça, on me dit que je vous reprends pas assez. Non, c'est vrai. Voilà. Là, effectivement. Alors, pourquoi j'ai plus de zoom là? Partage d'écran. Merde. Putain, faut toujours que ça merde au début. Je sais pas ce qui se passe. Donc, le champ magnétique B était comme ça. On avait un champ EX qui était comme ça. EY qui était comme ça. Avec ici ce qu'on appelle l'angle de Hall qui était ici. Alors, on se plaçait d'abord dans la limite oméga c tau qui était très petit devant 1. Donc ça, je vous ai dit, c'est la limite du champ faible où en fait les orbites cyclotrons sont ouvertes, sont très ouvertes. Okay. Donc on avait défini un tenseur de conductivité qui était celui-ci, Jx Gy, qui était égal à NE carré sur M. Et on avait obtenu ici ce tenseur-là, avec ici tau ici dans le bout de la diagonale, tau ici, et puis ici moins oméga c tau carré, ici oméga c tau carré, et ici EX, EY. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme on est dans une structure avec des bords fermés, on a évidemment que le courant dans le sens de Y est nul. Bon, ça c'est évident, d'accord. On n'a pas de courant qui circule dans le sens de Y. Monsieur. Ouais. Voilà. Ouais, allez-y. Vous avez pas la même erreur que la dernière fois par rapport au Non, mais là, le θ, il est... C'est l'angle qui vous gêne? Ouais. On vous avait posé la question et vous avez dit oui, c'est que seulement avec pi sur 2 ça marchait, je sais plus pourquoi. Ah oui, non, mais en fait, oui. Non. Alors, entendez. Oui, mais là, l'angle, il fait pas... En fait, il fait pas pi sur 2. C'est une erreur de vision. C'est comment vous... Parce qu'on ne peut pas écrire E en EX et en EY. Ouais, non. Si, mais en fait... Le sinus θ là-dedans et des sinus θ pour que ce soit rigoureux. Pourquoi vous tuez une composante en X et en Y? Où est le problème? Oui, mais votre E. Ouais. Ah là, je n'entends plus. Non, j'en ai plus du tout de son là. Vous l'avez de son chez elle? Lohan, t'es mute. Je disais, votre vecteur E, vous l'avez écrit EX et EY. Et du coup, ça ne correspond pas à notre EX. Ah, vous voulez la notation? C'est la notation qui vous gêne? Oui. Ah oui, d'accord. Du coup, là, on croit que c'est le Y. D'accord. Ah oui, la notation, je suis d'accord. C'est... Ouais, alors comment l'écrire à ce moment-là? Vous avez... Ce que vous voulez dire, c'est que le EY, il serait là. C'est ça que vous... ouais, le E serait là. Et vous auriez un Y là. C'est ça qui vous plairait mieux? Voilà, ok. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est que Jx égale 0, puisque évidemment, par contre, le Jy, lui, est dans cette direction. Et le Jx, lui, il est bien dans cette direction. Ok. Donc on a bien un Jy qui est 0. Donc à partir du moment où vous avez Jy qui est égal à 0, vous pouvez définir très simplement le rapport EX sur EY, puisque vous faites simplement la somme de ces deux termes. Donc vous avez oméga c tau au carré fois EX plus tau carré fois EY qui est égal à 0. D'accord? C'est simplement, il suffit de prendre simplement la somme de cet élément de matrice.
Et vous obtenez directement que vous avez tangente θ, donc l'angle de Hall, donc avec un signe moins, je trouve qu'il y a un signe moins, c'est pas très important, qui est égal à moins oméga c fois tau carré, la moyenne de tau carré, sur la moyenne de taux. Voilà, ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'angle de Hall. C'est quoi le symbole à gauche de θ? Non, c'est un moins que j'avais mis, mais en fait, il est moins et s'en C'est vont. moins Les moins et s'en vont des deux côtés. C'est tangente, c'est une tangente. Ah, tangente, ok. Oui, c'est simplement le rapport, c'est le rapport de ça sur ça. La tangente est définie tout bêtement comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'angle de Hall. Ok. Alors évidemment, si vous êtes dans un système en champ force, ça marche plus du tout parce que vous avez toujours Jy égale 0. Et cet angle-là, il va poser un problème puisqu'en fait, il va tendre vers P sur 2 puisque vous avez Jx qui est égal à 0 dans ce système-là. D'accord. Donc vous êtes dans un système où Jy égale 0 et Jx est égal à 0 dans un système où vous êtes à champ très fort. Ok. Ouais, j'ai une question. Question, non? C'est bon? Moi, j'ai une question. Ouais. Effectivement. Votre taux carré, il pop d'où? Ben, de là. Voilà. Parce que dans le temps... Ah, c'est des carrés, ça marche, faut les voir. Des carrés. Ah ouais, je voulais réécrire en mieux. Alors j'entends quelqu'un, mais très mal. Le signe moins. Le signe moins parce qu'il était des deux côtés et je l'ai enlevé du coup. Je crois que c'est juste ça. Alors on va regarder. Je réécris le taux carré pour que ça soit mieux écrit. Alors j'avais un moins qui sortait de là. Tristan, ouais, je crois que c'est toi. C'est Tristan qui nous fait. Je suis désolé, j'ai un monsieur qui fait des travaux chez moi et qui avait un souci. Il allait au... Ouais, juste un but en fait. Ah, pardon. On va tous avoir de sa vie. Non, en fait, il y a un signe moins qui venait de ça sur ça, ça fait un moins. Et pourquoi ça fait et pourquoi j'ai enlevé le moins de là je sais pas. Non, effectivement, il y a un moins. Bon, de toute façon, tangente θ et moins tangente θ, c'est l'angle est défini un peu au hasard. Parce qu'en fait, dans tous ces trucs, oméga c, ça dépend du signe du champ. Vous voyez, si on met plus B ou moins B, ça change tout. Les Donc, Y sont disparus. qui c'est qui a disparu? Le EX et le EY. Ben non, parce que justement, tangente θ. Non, mais tangente θ, par définition, c'est l'angle. Donc, c'est le rapport de EX sur EY. Ah, ok. D'accord. Ah oui, effectivement, il faut que je le mette, effectivement. Ah, c'est ça, c'est le rapport, c'est ça qu'on appelle l'angle de Hall. Bon. Donc oui, donc je disais, dans tous ces problèmes-là, il faut faire attention que les signes, ils sont toujours donnés. Il faut faire attention que ce oméga C a un signe, et que dans le oméga C, le signe, ça dépend du sens de B. Donc c'est quand même très arbitraire, parce que d'un point de vue théorique, vous savez jamais dans quel sens est B, hein, d'accord. Expérimentalement, ça dépend dans quel sens est branchée votre bobine. Donc savoir si oméga C est plus ou moins quand on fait un calcul, c'est extrêmement arbitraire, ça, d'accord. Donc c'est de toute façon assez compliqué de le savoir de façon raisonnable. Alors ça sert quand vous avez une sonde de Hall, ça il vous le donne normalement. Quand vous avez une sonde de Hall, il vous dit dans quel sens sont branchés les fils, et donc vous pouvez savoir dans quel sens est le fil. Ok. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la constante de Hall. J'ai un truc au milieu de mon écran, je sais pas ce qu'il fout là, je vous vois tous, mais à quelqu'un à admettre. Alors le problème c'est, est-ce que je vais réussir à admettre? C'est bon. Alors, non, les sigma et les diagonaux, ils sont le même signe. Ces termes-là, ils sont le même signe. Les termes diagonaux sont le même signe. Ouais, ceux-là sont pas le même signe. La constante de Hall, c'est celle-là qui est la plus importante au niveau pratique.
Donc la constante de Hall, elle est définie comment? Elle est définie de la façon suivante, c'est le rapport du champ électrique transverse sur le courant électrique longitudinal. Donc en fait, vous voyez que c'est effectivement une résistance, bon, un coefficient B près, hein, ça on le sort ici, mais c'est le rapport du champ transverse par rapport à la résistance longitudinale. Donc c'est ça, les termes croisés qui apparaissent ici et qui sont couplés ici par le champ magnétique. Ok. Donc ça n'apparaît que s'il y a du champ magnétique. On va voir tout de suite, sans champ magnétique, ça n'apparaît pas. Donc, pour les sortir, c'est pas très compliqué. Donc vous avez Jx qui est égal à sigma xx ex plus sigma xy ey. Donc ça, c'est la définition de la conductivité. Mais comme vous avez aussi le fait que jy est égal à 0, et ça c'est égal à sigma yx ex plus sigma ey bah, si vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez au fait directement que Jx est égal à sigma xx, sigma yy. Alors là, il se trouve qu'il y a un signe moins qui apparaît sur sigma. Sigma xx, pardon. Sur sigma yx, ey, plus sigma xy, ey. Monsieur, on est d'accord, dans le JX, c'est EY à la fin. C'est juste quand on arrive. C'est un EY à la fin. Tout à fait. Merci. Voilà. Donc là, on a réussi à faire notre terme croisé. Donc le terme croisé, il est apparu ici, hein, par l'élément diagonal, non diagonal du tenseur qui est arrivé ici. Et donc, en fait, ce terme-là, Cxx, on l'a réinjecté ici en exprimant que le courant transverse est nul. Okay. Donc là, évidemment, ça n'aurait pas marché si on n'avait pas de champ magnétique. Bon, à partir de là, bah, il suffit de calculer ça, donc c'est pas très compliqué. Donc, vous écrivez, vous mettez le petit exercice que vous faisiez quand vous étiez en troisième, et vous sommez tout ça, et vous obtenez simplement que Jx est égal à moins sigma xx sigma yy plus sigma xy sigma yx sur sigma yx ey. Et si vous faites tout ça, ben, alors vous allez le renverser évidemment puisque ce que vous voulez c'est sigma. Okay. Et donc quand vous renversez tout ça, vous obtenez que sigma, vous obtenez, alors on va l'écrire tout simplement, on va l'écrire quand même. Donc ce qui vous intéresse, c'est obtenir en fait y, parce que c'est ça, pour définir la constante de Hall, c'est ça qui va nous intéresser. Et vous avez que ey est égal à sigma yx sur sigma xy, sigma yx, qui sont les mêmes à un signe près. Hein. Moins sigma xx, sigma yy, qui sont aussi les mêmes à un signe près. Ok. Alors évidemment, ce truc-là n'est pas symétrique, hein, forcément, puisque on a des termes. Si vous inversez x et y, vous n'allez pas trouver la même chose. Hein. Si vous inversez les contacts dans un truc d'effet Hall, vous trouvez l'inverse. Hein. Donc ça, c'est normal. Donc maintenant, on va remplacer ici les termes par leur valeur, simplement en reprenant ce que valent xy, sigma xx, sigma xy, et vous trouvez la chose suivante. Vous trouvez un m sur ne au carré, et puis vous faites sortir ici un oméga c, facteur de taux au carré moyen, et en dessous, vous faites sortir un oméga c carré, taux carré moyen, moins taux moyen au carré. Alors on peut vérifier que toutes les dimensions sont bonnes. Hein. Ici, vous avez un oméga c taux fois un taux
au carré. Donc ça, c'est bien homogène en fait à un temps. En haut, d'accord. Oméga C carré, tau carré, ça c'est... oméga C tau, c'est un temps. Donc oméga C carré, tau carré, c'est un temps. D'accord. Ici, vous avez un temps au carré. Donc ici... Ah ouais, attendez, j'ai oublié un carré. Donc forcément, ça marche pas bien. Ici, il y a un carré. Donc ici... Excusez-moi. Oméga C tau carré, c'est homogène à un temps. Donc ici, vous avez un temps carré. Ici, vous avez un temps au carré. Et oméga C tau carré, vous avez un temps. Vous avez un temps sur un temps au carré. Et comme vous savez que la conductance est NE de tau sur 1, vous avez bien quelque chose qui est bien homogène à ce que vous voulez. D'accord. Vous avez bien J égale sigma E. D'accord. Vous trouvez bien la bonne dimension. Il manque un JX sur la ligne de dessus, non? Ah, il manque un JX. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Monsieur, il y a des carrés dans toutes les moyennes de taux? Non, pas la dernière. Là, il n'y a pas de carré. Ça, c'est un taux carré. Donc, ça vous donne bien un temps au carré. Et ici, un temps au carré. Dit ça sur un temps. Ça vous fait bien 1 sur un temps. Et ça, c'est 1 sur un temps. Dimensionnellement, ça fait comme ça. Ça, dimensionnellement, vous devez avoir un truc qui est dimensionnellement 1 sur un temps. D'accord. Parce que ça, c'est n. N'oubliez pas que c'est m sur n e carré taux. Donc, dimensionnellement, vous devez avoir ici un truc qui est 1 sur un temps. D'accord. Et là, ça marche. Bon, alors on va aller un tout petit peu plus loin dans ce truc-là. Ok. Ouais. On a sigma x, y, c'est opposé à sigma y x. Et donc on a des débuts moins oméga c au carré. Où ça? Là? Oui. Ouais, et quel est le problème là? C'est juste un signe moins. Là? Oui. Non, oui, avant oméga c au carré, oui, ici. Là? Oui. Ouais. Pour ce terme. Ouais. Tau carré au carré. Ouais. En fait, on a sigma xy et sigma yx qui sont de signes opposés. Du coup, on devrait avoir un moins devant le terme oméga. Ah non, ceux-là, ils sont pas sigma xy, c'est les termes diagonaux, ils sont de même signe. C'est les termes off-diagonaux qui sont pas de même signe. Oui, ils sont diagonaux. Du coup, c'est sigma xy et sigma yx qui sont pas de même signe. Et alors, pourquoi ça me fait ça? L'oméga c carré, tau carré au carré. Ça me fait un moins. Alors attendez que je regarde ça. Pourquoi je l'ai inversé comme ça? Oui, mais si, parce qu'en fait, je l'ai inversé parce que là j'avais un sigma xx moins sigma xy, j'avais un moins ici, ça me fait, et j'ai changé, ça fait un moins plus. J'avais un plus, un moins, et quand je l'ai inversé, j'ai fait un moins et un plus là. Entre cette ligne et cette ligne là, vous voyez? Si vous remontez d'une ligne ici, j'avais un moins sigma xx, sigma xy, plus sigma xy, sigma yx. Et là, je l'ai changé comme ça, et vous me dites... Ouais, c'est après remplacer le sigma qu'il nous manque un moins. Là, vous dites qu'il manque un moins. Ouais. Parce que c'est sigma xy et sigma yx. Et là, il manque un moins, donc ça me fera un moins, je creuserai jusqu'au bout là, ça me fera un moins là. Pas très compliqué. Donc vous dites ça me fera un moins ici. Donc on va simplement sortir un taux carré. Déjà, donc on va sortir un oméga c. Et on va simplifier en écrivant que c'est m sur n carré. Donc ce terme-là, il ne va pas bouger. On va sortir un oméga c tau au carré. Ça, c'est simplement la ligne en dessus. D'accord. Il va nous rester 1 sur oméga c tau au carré. D'accord. Et là, j'ai un carré. Donc ça, vous pourrez vérifier que c'est bien homogène à un temps au carré. Je vous rappelle qu'oméga c tau, c'est simplement sans dimension. D'accord. Donc oméga c carré tau carré. Je vous rappelle donc oméga c tau. Ça, c'est sans dimension. Ok.
Mais là, vous faites attention que vous avez oméga c tau au carré, donc ça vous fait bien un temps au carré, dimensionnellement. Plus moins un terme qui est en taux au carré. Ok, comme ça. Et vous allez ça factoriser de la façon suivante. Taux au carré. Et vous allez le mettre en facteur ici, un terme en 1 sur taux au carré, parce que c'est celui-là qui va dominer. Parce que vous êtes dans un régime oméga c taux est petit, donc ce qui vous intéresse, c'est de sortir un terme en 1 oméga c taux. Et vous restez ici un terme en 1 moins oméga c carré taux au carré sur taux au carré. Ok. Il n'y a pas des parenthèses à mettre quelque part là? Bah, je sais pas où vous voulez les mettre. Déjà après le m sur n au carré, puis après à vous de voir. Hein. Non, il n'y a pas de parenthèse. Là, c'est juste. Alors peut-être que le moins il vous plaît pas écrit ici, mais ça c'est simplement ce terme-là. J'ai juste sorti le terme moins 1 sur taux au carré. C'est tout ce que j'ai fait. Ça c'est ce terme-là. Ce terme-là, c'est celui qui était au-dessus que j'ai sorti ici. D'accord. Ce terme-là, c'est juste ce terme-là. Je l'ai réécrit, c'est absolument tout ce que j'ai fait. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Là. D'accord. Alors, dans la limite de oméga c taux petit, on va faire simplement un développement limité de ce bazar. Et on obtient simplement, à ce moment-là, on obtient que m sur n au carré, bon ce terme-là il reste, oméga c taux au carré, ce terme-là il reste, ok, donc ça c'est pas un problème. Et puis tout ce qui va nous rester d'ici, finalement, c'est un terme qui va falloir, alors, je garde mon terme ici, moins 1 sur taux au carré, et ici je vais faire simplement un développement limité, donc je dis que c'est de l'ordre de 1, plus un terme qui va être en oméga c carré taux carré au carré sur taux carré. Voilà. En gros, c'est à ça que j'arrive. Okay. Sachant que j'ai oublié ici les Gx. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, ce qu'on va dire, c'est que essentiellement, ce terme-là, on va le négliger. Ok. Et donc ici, vous voyez apparaître directement votre constante de Hall, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, vous avez ce terme-là, oméga c, ça vaut EB sur M. Ok. Donc vous avez ici un terme B qui va s'en aller, B qui va rester, par contre la masse va s'en aller, et vous avez un E qui va s'en aller. Et ce que vous obtenez, c'est le résultat suivant qui est bien connu. Vous obtenez que le champ EY, c'est égal à 1 sur NE fois B fois le courant JX fois le rapport de la moyenne de taux au carré sur la moyenne de taux au carré. Ok. Et donc la constante de Hall se définit de la façon suivante. « 1 sur NE fois la moyenne de taux carré sur la moyenne de taux au carré. » Alors, ouais, alors il manque un signe moins, effectivement, j'allais vous le préciser. Alors c'est toujours pareil, les signes moins qu'on trouve dedans, je les enlève parce que simplement ça dépend de B.
D'accord, il vient du oméga C ici et du B. Alors je les mets arbitrairement à plus parce que c'est toujours pareil, ça dépend du sens du champ magnétique. Et ça, c'est quelque chose d'arbitraire, d'accord. Vous mettez le plus ou moins. Et en fait, ça vous dépend. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'allais dire dans la suite, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les féoles, c'est que vous voyez que ça dépend du signe des porteurs. Alors ça, c'est très utile pour les gens qui veulent caractériser par les semi-conducteurs. Ça, c'est extrêmement important puisque vous avez la tension de Hall qui va changer de sens quand vous passez des électrons au trou. D'accord. Et ça, c'est vraiment le truc qui est vachement utilisé. Okay, donc ça, c'est un truc c'est vraiment l'outil de base, d'accord, pour mesurer ça. Deuxième chose, c'est que... Ah, quelqu'un qui parle. Normalement, on a un enseignement avant oméga C au carré, moyen taux au carré. Non mais ouais, ce que je suis en train d'expliquer, je vous dis, c'est que en fait, les signes moins qui apparaissent ici, ils venaient du oméga C et ils viennent de ce moins-là. Ouais, d'accord. J'avais un moins ici qui venait, et en fait, je l'ai enlevé, pourquoi? Parce qu'oméga C, c'est EB sur M. Donc oméga C, en fait, le signe de oméga C, il vient du sens dans lequel on met le champ. D'accord? Si je mets le champ dans ce sens-là, ou le champ dans ce sens-là. D'accord? Et ça, c'est arbitraire. Attendez, je vous entends pas bien. Le premier ligne, même avant. C'est-à-dire là. Le slide d'avant. Et là, il est là, le signe moins. Là, il n'y a pas de problème. Non, je crois qu'il veut dire avant le oméga C. Du coup, ça fera un moins jusqu'au bout et on n'aurait pas à l'enlever. Ah, je vous me dis que ça fait un moins. Oui, mais de toute façon, ça ferait pareil. Non, parce que le moins, il apparaîtrait là à ce moment-là. Ça ne changerait rien, de toute façon. Ça change rien parce qu'on néglige le terme. De toute façon, ce terme-là, il ne change rien. Donc, attends, on va le remettre. Et du coup, ça me ferait un moins ici. Et donc ici, quand je factorise, ça me fera un plus là, en fait. C'est ça que vous me dites. Et donc, ça me fera un moins ici. Donc, je peux laisser un plus ici, et à ce moment-là, ça me fera un plus là. Ça vous va comme ça? Est-ce que ça vous paraît mieux comme ça? Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Comme ça, on a tous les signes. Voilà. Un joli plus ici, et je pense que c'est bon. Voilà. Donc, ça donne le signe des porteurs. Ok. Donc, ça, c'est assez important. Alors, faites gaffe quand même, parce que s'il y a deux types de porteurs, vous pouvez vous faire avoir, d'accord? Parce que si vous avez des trous et des électrons, bah, des fois, ça peut vous donner un truc qui a un signe un peu bizarre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est intéressante, alors il y a des gens qui n'arrivent pas à voir, ça m'énerve ça. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que ça vous permet aussi d'avoir la densité de porteurs. Okay. Alors ça, c'est vraiment une manip, alors qui par contre qui est encore complètement d'actualité quand vous voulez caractériser un dopage, par exemple, sur un semi-conducteur. Bah, vous faites une petite mesure des féoles et en fait, ça vous donne assez facilement la densité de porteur. Okay. Alors, le problème quand vous faites ça quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une mesure qui est en 1 sur n. Donc, forcément, 1 sur n, ça fait pas beaucoup quand vous avez des n qui sont grands. D'accord? Donc, typiquement, quand vous faites ça sur un métal, en gros, vous voyez 0. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, si vous avez un métal en couche mince, que vous avez une manip assez sensible, vous pouvez voir quelque chose. Mais ça ne vous donnera pas une variation énorme. Donc, en fait, vous faites ça surtout sur les smicons. Et c'est comme ça qu'on fait des sondes de Hall. Donc, on vous vend des sondes de Hall dans le commerce qui marchent avec des semi-conducteurs dopés. Alors, vous avez, en général, c'est des silicium, c'est des transistors en silicium que vous mettez dans votre champ magnétique. Ils sont câblés, vous savez comment ils sont câblés, donc le sens du courant est donné. Et donc, vous avez à la fois le champ magnétique et puis le champ magnétique et le sens et l'intensité du champ magnétique. Ouais. En vrai, c'est pas plutôt la densité de porteur au niveau de Fermi? Ouais, alors ça, on va voir exactement ce que c'est la densité de porteur.
Alors, effectivement, la question, ça dépend si vous regardez un métal ou si vous regardez un semi-conducteur. C'est-à-dire, si vous êtes dans le cas d'un métal, d'un système complètement dégénéré, où vous avez notion de Fermi, une surface de Fermi qui est bien définie, vous regardez effectivement, on va le marquer. Pour un métal ou un semi-conducteur dégénéré, évidemment vous prenez comme d'habitude, avant tout se passe à EF. Et donc vous avez simplement N. Vous avez, excusez-moi. Alors, le N par contre, E carré, taux de EF. Attendez, je vous m'exprime mal, on va faire ça différemment. La moyenne du taux, en fait, vous allez prendre la moyenne, ça va devenir le taux de F. Et la moyenne du taux carré, ça va devenir simplement le taux carré. Ce qui fait que finalement, la conductivité, la résistance de Hall, ça devient simplement 1 sur NE. Et ça, c'est le résultat classique que vous connaissez. Alors pourquoi c'est pas simplement la densité au niveau de Fermi qui intervient? Alors ça, c'est exactement le même problème que ce qu'on a vu l'autre fois. C'est parce qu'en fait, vous avez une densité d'état qui intervient aussi dedans. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est pas simplement NE, c'est NE fois la densité d'état. Et la densité d'état au niveau de Fermi fait qu'en fait, vous allez rattraper le déficit d'état au niveau de Fermi par la densité d'état, et à la fin vous retrouvez que c'est le N moyen qui intervient, et c'est bien celui-là qui intervient. D'accord. Dans un semi-conducteur non dégénéré, vous avez ce à quoi vous attendez, c'est-à-dire vous avez la dépendance en puissance à laquelle vous attendez, donc ça c'est ce qu'on va calculer tout de suite. Et là vous avez une quantité qui va être différente qu'on va calculer juste maintenant. Alors, inversement, si vous avez une source magnétique qui est connue, ça vous permet de mesurer la densité d'état d'un semi-conducteur. Okay. Alors, les champs magnétiques, je vais vous donner quand même quelques ordres de grandeur, pour que si vous faites un jour des manips là-dessus, vous sachiez ce que ça vaut quand même. D'accord, donc vous avez, vous savez ce que vaut un EV. Alors typiquement un Tesla, si vous voulez une correspondance, c'est 0,6 Kelvin. Donc vous faites en fait 1 mu B. Voilà. Vous mettez mu le magnéton de bord et vous comparez ça à KBT. D'accord, donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Ça veut dire que typiquement le champ terrestre, vous avez une idée de ce que ça vaut le champ terrestre, non? 10-15. 10 moins combien? 10-5 Tesla, pardon. 10-5 à peu près. Tesla. Ouais, 50, ouais, c'est ça, 5, 10-5 gauche. 10-5 Tesla, à peu près. C'est pas négligeable, hein, quand on fait des manips à champ faible, comme des squids, des trucs comme ça, on voit que ça. C'est vraiment gênant quand on le voit. Et si vous le convertissez en température, vous êtes au micro Tesla ou des choses comme ça, c'est des champs qu'on sait faire facilement. Donc, c'est-à-dire quand on fait des manips très sensibles en squid, on peut être dérangé par le champ magnétique. Ça, c'est des choses qu'on voit assez facilement. Et puis, donc vous voyez, par contre, quand on va mettre des champs magnétiques, on n'en mettra jamais beaucoup. D'accord, parce que vous voyez, si on veut mettre des champs magnétiques correspondant à la température, quand vous avez mis 10 Tesla, vous êtes à 6 Kelvin. Quoi. D'accord, si vous avez mis 40 Tesla, vous êtes à 20 Kelvin. Donc vous êtes très très loin de la température ambiante. D'accord, quand vous comparez aux énergies caractéristiques du système, vous êtes très loin de la température ambiante. Donc en fait, toutes les manips que vous faites en champ magnétique, si vous n'avez pas autre chose qui vous protège,
c'est de toute façon des manips de basse température. D'accord. Donc c'est ça qui est un petit peu magique. C'est pour ça que beaucoup de manips de transport se font forcément à basse température. Parce que dès que vous allez chercher du transport, donc des choses qui se font au niveau de fermi ou avec des choses comme ça, vous faites forcément à basse température. Parce que vous allez chercher des choses... bon, vous n'allez pas chercher des choses avec des champs magnétiques qui vont être à haute énergie. C'est pas... Alors la résistance, par contre, il y a une résistance importante, c'est la résistance de Hall fondamentale. D'accord. Donc celle-là, c'est H sur O au carré. Alors pourquoi c'est une résistance fondamentale? Parce que simplement c'est une résistance quantique, ce qu'on appelle le RK. Donc la résistance de Kleiding, du nom de celui qui l'a trouvé. Alors simplement le quantum de résistance, vous prenez toutes les constantes fondamentales que vous trouvez dans la nature, vous les secouez bien, et vous tirez qu'il n'y a qu'une façon de faire une résistance, c'est H sur E carré. Il n'y en a pas 36, il n'y a que celle-là. Et vous trouvez ce que ça vaut, ça vaut, ça c'est les trucs que Félicien maîtrise parfaitement, ça vaut 25 812, virgule, alors je vous les donne toutes d'ailleurs, c'est marrant, ça m'amuse ça, 25 4434 ohms, et c'est une valeur fixée. C'est une valeur fixée par les gens de métrologie ont fixé sa valeur à ça, et c'est reproductible à 10-11, c'est merveilleux. Il est 16h. Monsieur. Ouais. Puis, déjà, il est 16h. Pour votre info. Ensuite, qu'est-ce que c'est RH en fait? Pourquoi ça diffère de 1 sur NE? Non, mais c'est toujours 1 sur NE. Mais ce qui est en fait, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que cette valeur-là, c'est la tension de Hall que vous trouvez, et quand vous faites ça sur des gaz 2D, à un moment, vous avez, de façon un peu miraculeuse, un plateau de résistance qui apparaît exactement à cette valeur. Quel que soit le gaz 2D que vous prenez, quel que soit quoi que vous fassiez, vous aurez toujours un plateau qui apparaît exactement à cette valeur. Donc, potentiellement, ça diffère de... Potentiellement, comme N diffère de E sur H. Non, parce que vous avez parce que, si vous voulez, la résistance de Hall, vous avez, c'est 1 sur NE. Alors, excusez-moi. Je me suis mal exprimé. Encore une fois, je m'excuse. Vous avez le B qui intervient aussi dedans. Parce que ça, c'est une résistance. La résistance de Hall, il y a le B en plus qui intervient dedans. D'accord. Donc, ce qui est, parce que il y a le B là, c'est 1 sur NE, et la résistance de Kleiding, il y a le B qui intervient dedans. Donc, effectivement, sinon, vous avez raison, ça ne marcherait pas. Donc, ce qui est important, c'est de voir que cette résistance-là, qui apparaît, elle a une valeur universelle. D'accord. Alors pourquoi là, cette valeur universelle qui intervient? C'est parce qu'en fait, dans certains systèmes, vous allez voir que le transport, la résistance qui apparaît dans les gaz 2D, vous allez avoir l'ouverture d'un gap. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez peut-être, c'est relié aux oscillateurs harmoniques. Et la résistance qui apparaît devient protégée, et ça, c'est dans la limite oméga C qui est égale à grande devant 1. Donc ça, je vous le dis juste un peu pour votre culture, ça rejoint le séminaire que vous aviez vu de Félicien Chauffeur. Donc c'est un régime qu'on rentre dans oméga C grand devant 1. Donc on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors pour la petite histoire, je vous l'ai déjà raconté, en fait, le gars qui a trouvé ça, là, qui est un Allemand, pas très sympathique d'ailleurs, il était venu au LCMI pour faire des mesures de densité électronique, donc il voulait utiliser cette propriété-là. Quand vous faites un MOSFET, vous faites varier la tension de grille. Donc pour les années 80, on faisait encore des recherches sur les MOSFET. Donc quand vous polarisez la tension de grille, vous faites varier la densité d'état sous la grille. Et en fait, il était venu pour faire des mesures de densité de porteur quand il varie la tension de grille au LCMI. Et donc pour ça, l'idée, c'était de mettre un champ fort. Et puis vous mesurez, quand vous baissez la tension de grille, vous mesurez la tension de Hall, et donc ça vous donne la densité de porteur, la variation de densité de porteur. Et en fait, quand il a varié la tension de grille, à un moment, il a vu apparaître un plateau. Et en fait, ce qu'il a compris, c'est que c'était relié à la quantification de la résistance de Hall. Mais il ne venait pas faire ça, il venait faire complètement autre chose. Bon, alors maintenant, on va calculer la même chose pour un semi-conducteur non dégénéré. Ça va changer un petit peu les choses. Donc à ce moment-là, on va dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, le taux
c'est un truc qui varie en une certaine puissance de l'énergie. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et puis, ce qu'on avait vu... alors ça remonte à longtemps. C'est un des premiers cours. On avait vu, du coup, le N. Donc ça, il faudrait remonter, je pense, au deuxième ou au quatrième cours. Tu as un truc qui variait en l'énergie puissance 3,5. Okay. Donc, je vous rappelle qu'à ce moment-là, le taux défini, comme on l'avait vu au début, ça devient simplement un rapport de A fois l'intégrale de epsilon puissance S fois epsilon puissance 3,5 fois l'exponentielle de moins bêta epsilon d epsilon. Ça, c'est pour le numérateur. Et en bas, vous avez la même chose, évidemment, sans la partie taux. Donc, vous avez simplement epsilon puissance 3,5 exponentielle de moins bêta epsilon d epsilon. Ok. Et puis, en faisant le changement de variable habituel, c'est-à-dire bêta vous faites bêta epsilon égale t, eh bien, vous obtenez quelque chose du type bêta puissance moins 3,5 moins s sur bêta puissance moins 3,5. Puis ici, voici le rapport de l'intégrale de t puissance 5,5 plus s moins 1 exponentielle de moins exponentielle de moins t dt. Puis il nous reste en dessous l'exponentielle de 5,5 moins 1 exponentielle de moins t dt. Bon, alors là, vous reconnaissez ce qu'on appelle les fonctions spéciales. Et donc... Une petite vingtaine de secondes, quoi, qu'on puisse copier. Ah oui, non, excusez-moi, bien sûr. Bouger ce machin, c'est incroyable. Monsieur, je comprends pas tout à fait pourquoi pour le calcul de taux moyen on a A en haut et en bas. Parce que, pourquoi on a A en haut et en bas? Parce que c'est bien l'intégrale de taux N. Ouais, et là en bas c'est... ouais, tout à fait. Alors, parce que j'en ai un trop en bas. Voilà, parce que j'en ai un trop en bas. Oh ouais, non, j'en ai un trop en bas, vous avez raison. Non, c'est plus loin que ça simplifie. Là, il n'y en a pas, vous avez raison. Et du coup, par contre, j'en ai un là. Pour le coup, j'en ai un là. Tout à fait. C'est quand on fait le rapport des deux que ça s'en va, mais là, vous avez raison. Il y en a un. Faut que je le copie sur mes notes. Ça, il faut que je refasse toutes mes notes parce qu'il y a plein de fautes. En fait, je pense que l'année prochaine, ça sera bien, il n'y aura plus de foot. Pas de bol, hein. Il y a Mademoiselle Vera qui se marre. Je la vois. C'est ça que vous m'aviez pas vu. Ah si, non, ça se voit. Il y Mais... aura toujours des petits fautes. Non, c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que vous les voyez, parce que le vendredi, je fais un cours de L1, je pourrais leur faire n'importe quoi. C'est assez frustrant, là. Je pourrais me lâcher, quoi. Mais en fait, en L1, c'est facile, le pire, c'est que je fais pas de faute. C'est frustrant, parce que je pourrais en faire, il n'y a rien, quoi. C'est bon? On y va? Allez. Vous avez ici, vous avez un taux au carré. Vous voyez que la moyenne de taux. Monsieur, Oui. après votre ligne, vous pourrez revenir sur la slide d'avant. On continue. Donc le taux, du coup, qu'est-ce qu'il devient, notre petit taux? Eh bien, il devient simplement A
Puis alors, c'est bizarre parce que dans mes notes, à un moment il y a en trop, puis à la ligne d'après, effectivement, il n'y en a plus qu'un. Donc je suis pas très cohérent dans mes notes en fait. C'est un peu bizarre. Donc je me retrouve avec un A, bêta puissance moins S, ça c'est normal, et je me retrouve avec le rapport de ces trucs-là que j'aime bien, c'est les fonctions spéciales, donc les 5,5 plus S, sur les gammas de 5,5. Alors ce que j'aime bien dans les fonctions spéciales, c'est que j'ai jamais vraiment compris ce que c'est. Alors peut-être que monsieur, je sais pas, il y a monsieur Lample qui fait des maths pures, peut-être qu'il pourrait nous expliquer un jour ce que c'est que des fonctions spéciales. Ouais. Vite fait, le A, il n'est pas censé disparaître. Non, parce qu'en fait, c'est ce que me disait monsieur Brésident. En fait, il est conumérateur au départ, il avait raison. Et en fait, il va disparaître quand on fait le rapport. Il y a un taux carré sur un module de moyenne de taux carré. Il va disparaître à la fin. Ah, d'accord. Ok. Par contre, si vous pouvez me dire ce que c'est qu'une fonction spéciale, ça me ferait plaisir. Bon. Hein? C'est juste un mot pompeux pour dire la condition a des propriétés intéressantes. Ah ouais, mais je sais même plus comment elle est définie, celle-là, en fait. Parce qu'elle a des valeurs particulières en des points particuliers, quand même, je crois, non? Donc après, il nous reste le module de taux carré. Donc le module de taux carré, lui, va s'exprimer de la même façon. Donc cette fois-ci, on a A carré qui apparaît. Et on a ici une intégrale qui devient simplement l'intégrale de epsilon puissance 2s, cette fois-ci, epsilon puissance 3 demi, exponentielle de moins bêta e dE. Et puis on a ici une intégrale, dessous c'est toujours la même, celle-là par contre, 3 demi, exponentielle moins bêta e dE. Et puis par le même changement de variable que vous connaissez maintenant par cœur, on trouve bêta e égale t, et on obtient ici un A exponentielle 1 bêta puissance moins 3 demi moins 2s sur bêta puissance moins 3 demi. Puis il vous reste une intégrale ici de exponentielle de 5 demi plus 2s moins 1 exponentielle de moins t dt sur l'intégrale de exponentielle de 5 demi. Oui, c'était... oui, c'est ça, exactement, excusez-moi. Exponentielle de t dt. Vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire là? C'est pas exponentielle de 5 demi plus 2s ou quelque chose comme ça, c'est t exponentielle puissance machin. C'est t puissance machin, oui. C'est t puissance machin, oui. Tout à fait, c'est un t puissance machin. Voilà. Et donc si vous faites la moyenne des deux, ça vous fait simplement un A. Bon, ça vous avez un A qui traîne, par contre là vous le gardez. Il y a un carré sur le A, il y a un carré sur le A. Et vous trouvez un bêta puissance moins 2s. Et vous trouvez ici, alors c'est pas tout à fait la même fonction, hein, vous trouvez un gamma 5 demi plus 2s cette fois, hein, qui vient du carré, sur un gamma puissance 5 gamma de 5 demi, hein, qui lui par contre traînait en bas aussi. Et donc la résistance de Hall, qui prenait la forme 1 sur NE fois la moyenne de taux carré sur la moyenne de taux au carré, eh bien il s'écrit 1 sur NE, et puis la moyenne de taux carré, eh bien si on fait le rapport, vous avez un A qui va rester, puisque là on a un A carré, tout à l'heure on avait un A. Vous avez ici un bêta puissance moins 2s. Oui, c'est ça, moins 2s. Il n'y a pas de A qui reste, non? C'est vu qu'on a un taux au carré. Vous avez, attendez, le A au carré, effectivement. Il n'y a pas de A qui reste, effectivement. C'est une très bonne remarque, du coup. Il simplifie bien, exact.
Donc sur les bêta, donc en haut il y a un taux carré, donc il nous reste un bêta moins 2s. Alors si on fait le rapport bêta moins 2s, et puis de ce côté on a un bêta puissance, et de l'autre on a un bêta puissance moins s, donc ça fait un bêta puissance moins s, tout le monde est d'accord? Bah non. Enfin pour moi les bêtas ils partent aussi. Ah oui, il est au carré, il est au carré. Il est au carré, d'accord. Donc les bêtas s'en vont aussi. D'accord avec lui. On est d'accord. Bon, donc les bêtas s'en vont. Donc il nous reste que les gammas. Donc les gammas sur le taux carré, il nous reste un gamma de 5,5 plus 2s. Donc celui-là, il va rester parce que celui-là, il va pas bouger parce qu'il apparaît nulle part en dessous. Là, j'ai un gamma de 5,5 et puis là, je vais avoir un gamma de 5,5 au carré. Donc il me reste un gamma de 5,5 au total qui va apparaître ici. Et au dénominateur, il va me rester un gamma de 5,5 plus s au carré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi je suis d'accord. C'est bon? Adjugé vendu? Premier en valide. Ok, le premier en valide, c'est impeccable. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est que ça dépend. Ça dépend explicitement de la distribution d'énergie. Donc en fait, c'est un peu... ça, vous avez toujours un peu la même situation quand vous êtes en train de faire... Vous êtes en train de faire ce genre de choses, vous avez deux situations. Soit vous êtes dans un métal dans lequel l'énergie de Fermi est énorme, et donc à ce moment-là, quoi que vous fassiez, finalement, vous ramenez toute la physique à la physique à l'énergie de Fermi, parce que vous êtes en train de travailler des énergies infinitésimales par rapport à l'énergie de Fermi. Et si vous voulez voir des choses qui sont, je dirais, qui font intervenir des moyennes, des distributions d'énergie, il faut vous retrouver dans des semi-conducteurs ou dans des choses non dégénérées, dans lesquelles vous allez faire intervenir explicitement quelque chose qui va faire intervenir la distribution d'énergie par la loi de puissance ou par la distribution fermionienne. Mais de toute façon, en fait, ça vient du développement de Trucmuche, là, qui vous dit qu'essentiellement, dès que vous avez une fonction de Fermi, essentiellement, la dérivée sur une fonction delta. Donc, ce que vous allez faire, c'est regarder uniquement le Sommerfeld. Vous allez regarder uniquement ce qui se passe à la fonction de Fermi. OK ? Bon, donc ça, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a fait pour la résistance de Hall. Donc la dernière chose qu'on va regarder avant de passer au calcul de temps de relaxation électron-phonon, c'est simplement regarder ce qui se passe pour la magnétorésistance quand on fait ce truc-là en champ magnétique. Vous savez, tout le monde se barre, non? Alors il y a Monsieur Sauvage qui se prend un peu de junk food pour rester en pleine énergie. Et il y a Monsieur Jonathan qui est parti. Donc on va attendre 2 secondes qu'il revienne. Voilà. Donc, alors la magnétorésistance, c'est un truc qui apparaît aussi. Alors par contre, ça apparaît dans les métaux, ça apparaît dans tout. Alors elle vient du fait justement que par moment, quand vos orbites sont courbées, effectivement, vous augmentez un tout petit peu la probabilité de rétrodiffusion. Alors pas vraiment de rétrodiffusion, mais je dirais la probabilité de transmettre vers l'avant est un petit peu réduite. Et donc vous faites apparaître un terme qui est une probabilité un peu plus grande d'aller vers l'arrière. Donc vous ralentissez un peu le machin. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors c'est pas des effets énormes la rétrodiffusion, mais on va voir que ça apparaît quand même. Donc c'est le problème de la magnétorésistance. On va voir que comme d'habitude, c'est dans un métal, c'est très très faible. Dans un semi-conducteur, ça peut être beaucoup plus fort. Alors, premièrement,
on va à nouveau distinguer le cas du champ faible. Ah oui, c'est le 24, c'est pour ça. Donc on avait Jx, donc on reprend ce qu'on a fait tout à l'heure, qui est égal à n e au carré sur m star. Ah oui, peut-être que c'était ça qui allait pas. Oui, vous pouvez prendre tout petit nom. Fois taux sur 1 plus oméga c carré taux carré fois EX moins oméga c taux carré sur 1 plus oméga c carré taux carré fois EY. Voilà. Donc on va refaire le petit truc habituel. Et comme on a JY qui est égal à 0, vous obtenez assez facilement finalement que Gx est égal à sigma xx EX plus sigma XY sigma XY. Oui, j'ai dû inverser un signe, c'est pour ça que ça marche. Sur sigma YX. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et vous obtenez tout ça, ça vaut simplement N E au carré sur M. Donc c'est là que ça devient intéressant. Vous obtenez taux sur 1 plus oméga c carré taux carré fois plus, pardon. Donc je vais factoriser ici le terme en x. Et vous obtenez un premier terme ici qui est égal à oméga c taux carré sur 1 plus oméga c taux carré au carré fois 1 plus oméga c taux carré sur 1 plus oméga c taux au carré. Hop. Et voilà la formule de la magnétorésistance. Donc, voilà, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est réécrire strictement la même chose. Et donc, vous retrouvez, alors, quand même, on peut retrouver qu'on retrouve bien nos petits, hein, parce que finalement, si vous considérez oméga céto, enfin, le champ tendant vers 0, ce truc-là devient nul, ce truc-là devient nul, ce truc-là devient nul, et vous trouvez bien N de taux sur M. Donc, si vous faites B égale 0, vous retrouvez bien qu'il n'y a pas de magnétorésistance, et que vous avez bien N de taux sur M. Donc, tout va bien. Si le champ est nul, vous retrouvez bien ce qu'il faut. Maintenant, on va considérer une limite où B est faible mais n'est pas nul. Donc, pour oméga céto très petit devant 1, on va faire simplement un développement limité en oméga céto. Ok. Donc, on va faire taux sur 1 plus oméga céto oméga c carré taux, pardon, on va garder un terme en taux. On va regarder ces termes-là, d'accord? C'est le dénominateur qui nous intéresse. On va dire que c'est du type de taux facteur de 1 moins oméga c carré taux carré. Okay. Parce que si oméga c taux est petit devant 1, a fortiori oméga c taux carré est petit devant 1. D'accord, ça jusque-là, je n'ai pas inventé grand-chose. Bon, alors si on réinjecte ça là-dedans, on va trouver... Là, il manque un carré déjà.
Alors, si on compile tout ça, on va le mettre. Alors, il faut faire attention quand on fait ça, c'est de ne pas oublier où sont les valeurs moyennes, parce qu'il y a tout le petit jeu sur les valeurs moyennes, que la valeur moyenne du produit n'est pas forcément... Enfin, la valeur moyenne du produit n'est pas le produit des valeurs moyennes, etc. etc. Donc, il faut le faire doucement. Donc, vous trouvez que Jx égale N E au carré sur M. Et puis, dans ma parenthèse, je me retrouve avec la valeur moyenne de taux fois 1 moins oméga C carré taux carré, d'accord, plus une valeur moyenne de oméga C taux carré fois 1 moins oméga C taux carré, ok, fois, il y a un truc qui est faux, plus oméga C carré taux carré. Et là, ce qui est faux, c'est qu'au dénominateur, c'est pas ça, c'est un taux. EX, parce que ce terme-là, sigma y, il me donne pas ça. Il me donne ici. Ici, il me donne un taux, il me donne pas. Il me donne pas un... Parce que ce terme-là, il vient de là. Et de là, il me donne un taux, il ne sort pas autre chose. Voilà, alors on va regarder à quel ordre on va regarder notre bazar. Donc en fait, celui-là, il va me donner un terme en B carré. Donc c'est bon, on va le garder. Alors, par contre, ici, vous avez un terme qui va être... vous voyez qu'ici, on va avoir un terme en B4. Donc celui-là, on ne va pas le garder. D'accord. Et puis, on va avoir aussi... et puis là aussi, on a un autre terme qui va être en... on a ce terme-là qui est en B4. Ok. Et puis, on en a aussi un autre, parce que j'ai encore oublié un carré quelque part. Moi, monsieur, je vois que dans la troisième valeur moyenne, enfin non, dans la deuxième valeur moyenne, donc juste après le plus, il y a un carré. Ouais, et bien c'est exactement ce que j'étais en train de voir. Là, c'est ça? Voilà. Et là, effectivement, ça nous fait en plus, effectivement, un terme en B4 ici aussi. Non, c'était un peu ailleurs. C'était, si vous regardez deux lignes au-dessus. Là. Les valeurs, non, juste en dessous. Juste en dessous, il y a un terme en carré sur, juste à côté d'une valeur moyenne. Voilà, là. Et il n'est pas répété après le carré. Là? Ouais. Non, attendez, je regarde mes notes. Non, là, il y est par contre. Là, effectivement, vous avez tout à fait raison. Là, il y a un carré. Mais là, par contre, j'ai un problème avec mon C carré taux 2. Ça, là, effectivement, j'ai omis C carré taux 2. Là, il y est effectivement. Non, mais là, j'avais aussi oublié le taux 2. Là, il y était. Attendez, je me trompe ou pas? Non, il y avait un carré là, effectivement. Il y avait un carré là. Là, j'ai plus de batterie, il va falloir qu'on se dépêche. Bon, alors, l'idée, c'est qu'on va garder que les termes qui nous font un terme jusqu'à oméga c carré. Donc, on garde que les termes qui sont en B et en B carré. Ok. Et on va éliminer tous les termes qui sont en B4. Donc, ces termes-là, on va les garder. Par exemple, ce terme-là, on va le garder parce qu'il me donne un terme en B carré. Ce terme-là, on va garder celui qui est là, celui qui va me donner un oméga c carré. On va pas garder celui qui est là. Et on va garder celui qui est là. Ok. Monsieur, ouais. Ce qui est dans la deuxième valeur moyenne, ça donne un truc en B4. Parce qu'on a un carré à l'extérieur de la valeur moyenne. On n'a pas un carré à l'extérieur de la valeur moyenne, on a un là et on en a un là. Plus le oméga carré à l'intérieur de la... Comme tous les oméga à l'intérieur de cette valeur moyenne, ils sont au carré. Donc ça va faire forcément un B carré à minima. Et comme on a un carré... Non, parce que là ça va nous faire un B carré. D'accord. Mais ici, on a un 1 aussi.
Donc ce terme-là, il est bon. Oméga C carré fois 1, c'est bon, ça nous fait un B carré. Non, mais il y a la moyenne. La moyenne, elle est au carré. La valeur moyenne. Juste en dessous. Ah là, elle est au carré. Ouais, mais c'est là où j'ai un truc qui merdoit dans mes notes. En fait, monsieur, de l'oméga C carré, que. Ouais, non, mais. Corrigé, ouais, en fait, il n'était pas au carré. Fallait pas le corriger. Alors, en fait, il n'était pas au carré, c'est bien ça, là, j'avais. Parce que sinon Ouais, tout, voilà, sinon ça va pas. Vous avez raison. On va avoir rajouté le cube à la limite, mais là. Voilà, non, mais là, il n'y avait pas de carré, là, effectivement. Donc, en fait, j'avais raison. Donc, ouais, donc ça nous fait bien oméga C carré fois 1, donc ça fait un oméga C carré. Oméga C cube, ça nous fait un B4 qu'on va pas garder. Et ça nous fait ici un B carré qu'on peut garder. Donc, normalement, ça nous fait un terme au plus en B4. Ok. J'ai une question aussi. Ouais. Sur la fraction que vous venez de modifier. Ouais. La troisième ligne à partir de la fin. Ouais. Au dénominateur, oui. Au Ouais. dénominateur, oméga C taux 2, c'est pas homogène à rien du tout. C'est homogène à... Oméga C taux 2, alors si c'est homogène à un temps. Oméga Ouais, C taux 2. oméga C carré. on est d'accord. Ok, c'était pas vraiment... Celle-là Celui-là Oui, là, exactement là. Oméga C taux 2, c'est homogène à rien parce que j'ai oublié un carré. C'est ça que vous me dites. Oui, c'est ça. C'est pas très... Si, parce qu'effectivement, oméga C carré taux 2, c'est homogène à un temps. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... J'ai oublié de m'arrêter bientôt, je vais le mettre simplement. Le premier terme ici qui se balade, hein, c'est celui-là, hein, je veux dire tout bêtement, ce terme-là, taux fois 1 qui se promène là. Il vient des valeurs moyennes. Alors, il faut faire un peu attention d'où il vient. Il vient simplement du taux fois oméga C de taux carré. Donc, en fait, il vient toujours de la première parenthèse. Il vient de celui-là. Vous voyez, c'est un taux carré avec le taux. Et vous gardez bien la valeur moyenne à l'intérieur. Donc, il vient de là. OK. Et puis, il va vous rester des termes un petit peu bizarres qui viennent en fait de la deuxième parenthèse. OK. En sachant qu'on jette tous les... Donc, si vous mettez tout ça dans le bon ordre, on va garder donc que les termes jusqu'au deuxième ordre en champ. Vous trouvez que JX est égal à n e carré sur m fois un terme qui va être en taux. Hein, donc ça, et puis, il vous reste ici un terme en moins oméga C carré taux cube. Alors, ce terme-là est supérieur en B carré. Donc, il vous reste ici un terme un petit peu plus bizarre qui est un terme en oméga C carré fois moyenne de taux carré au carré sur moyenne de taux. Voilà, ça c'est le terme de la magnétorésistance classique. Et encore une fois, vous vérifiez bien que si vous avez oméga C qui tend vers 0, vous trouvez bien n de taux sur m fois taux, ce qui est bien le terme de la magnétorésistance de la conductance classique. Alors vous trouvez un truc qui est intéressant, ça c'est très connu aussi quand vous faites quand vous faites des manips, c'est que vous trouvez une magnétorésistance classique en B carré. Donc ça c'est un truc très connu. Alors c'est pas toujours facile à voir parce que vous avez le même problème, parce que quand vous avez c'est quand même un terme qui est pas très élevé hein, par rapport aux autres, parce que j'ai oublié un carré là-dessus, je mis mon carré n'importe comment, sinon c'est ça, parce que vous allez voir que ici vous avez un rapport, alors vous avez oméga C carré fois taux carré, essentiellement, bon, si vous le simplifiez, vous allez voir ici, vous faites des rapports de constante de temps qui finalement sont quand même pas très grands, si vous voulez. Donc votre terme en oméga C carré, le préfacteur est pas énorme. Donc quand vous voulez le voir, surtout sur les métaux, en fait, ce truc-là, vous voyez, sur les métaux, ce qu'on dit toujours, c'est que sur les métaux, tout se passe au niveau de Fermi. D'accord ? Donc en fait, les préfacteurs du B carré vont pas être énormes, et sur des métaux, c'est pas très facile à voir. Alors, on arrive à le voir, hein, quand on a une manip qui tourne bien, à basse température, on arrive à voir ce préfacteur en B,
Ah, donc moi j'ai des manips où on le voit, on le soustrait quand on sert des effets de magnétorésistance un peu plus subtils, on est obligé de soustraire cet effet trivial, si vous voulez, de magnétorésistance. Mais c'est pas toujours facile. Alors c'est dû essentiellement, je vous le dis, c'est le fait que vos orbites, au lieu d'aller tout droit comme ça, elles sont légèrement courbées quand vous avez un scattering. Au lieu d'aller là, elles vont aller légèrement comme ça. Donc, c'est vraiment un léger effet de courbure comme ça de vos orbites. Ok. Bon, c'est pas un effet très violent, comme je vous dis. Bon. Alors, maintenant, on peut regarder le delta sigma sur sigma. Ah, d'accord, c'est le dernier truc qu'on peut regarder. Donc ça, c'est très simple. Hein. Delta sigma sur sigma, c'est simplement moins... Alors, bon, on va enlever simplement le sigma. Hein, sigma, c'est lui, hein, tout bêtement. Donc, delta sigma sur sigma, c'est moins oméga c carré. Et puis, il vous reste ici un terme qui est tau fois tau au cube moins tau carré au carré sur tau au carré. Alors, je vais le réécrire parce que je sautais un peu les étapes. N'oubliez pas, je vais vous écrire une autre ligne, sinon vous n'allez pas voir d'où ça vient. On va le faire doucement. Facteur 2 tau au cube moins tau carré sur tau fois 1 sur tau. Ok. Fois moins oméga c. Ok. Carré. Donc si je factorise, ça me fait... Il va tomber. Monsieur, je pense qu'il manque un carré quelque part. Il manque un carré. Il manque un carré. Non. Il manque un carré au dénominateur du dernier terme de JX. Non? Non, ça fait pas longtemps. Non, mais il y a oméga c là. Vous voulez dire... Oméga C, c'est bon. Il y a oméga c. Oméga c carré, tau carré, oméga c carré, tau carré. Ça me fait un temps... C'est bon. C'est bon. Mais c'est très bien que vous fassiez ce genre d'analyse, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'en sort, hein, dans ce genre de problème. Donc, ça me fait un taux au... Ça me fait un... Ouais, si je mets sur le même dénominateur, du coup, ça me fait un taux... C'est super mal écrit, ça. Tau fois tau au cube moins tau carré au carré sur tau carré pardon, sur tau carré. Putain, je commence à manquer de jus. Voilà, donc ça c'est la magnétorésistance avec les carrés qui manquent évidemment ici. Donc la fameuse résistance en B carré, vous la trouvez comme ça. Monsieur, Ouais. comment est-ce qu'on obtient ce delta sigma? Parce que le sigma à la rigueur je peux comprendre, mais le delta... Ah non, mais delta sigma, c'est sigma moins sigma 0, hein, donc c'est simplement ça moins sigma. Donc vous voyez, quand champ nul, vous enlevez simplement le terme dans champ nul. Hein. C'est sigma sous champ moins sigma sous champ nul. Donc c'est simplement ça moins n de tout sur m. D'accord? Le delta sigma sur sigma, c'est J, c'est J sous champ moins J en champ nul. Donc vous faites J avec oméga c égale 0. Donc c'est simplement, vous enlevez le premier terme qui correspond au champ nul. C'est extrêmement simple.